Vous écoutez France Culture. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins de la connaissance sont diffusés tous les jours de 10h à 11h et réalisés cette semaine par François Connac avec Laurent Lepreux à la technique et préparés comme tous les jours par Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Camille Lugan et Adèle Van Rett. Suite et suite, ce jeudi d'une semaine autour de Platon, dans les nouveaux chemins de la connaissance, 5 dialogues de Platon pour vous, chers auditeurs, après le Phèdre, après le thé et tête et le banquet, c'est du redoutable Protagoras que nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Marc-Antoine Gavray, qui enseigne l'histoire de la philosophie à l'Université de Liège. Bonjour Marc-Antoine Gavray. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est de Platon qu'on parle toute cette semaine et du Protagoras, du dialogue intitulé Le Protagoras, avec vous ce jeudi. Jeudi d'ailleurs n'étant qu'une convention pour nous puisque nous sommes un vendredi antécédent. Toutes les émissions que vous avez entendues toute la semaine ont été enregistrées en une journée dans l'indigne studio 132 de la maison de Radio France. On va parler donc du Protagoras ensemble. Avant toute chose, d'abord, il faudra dire un peu qui est Protagoras. Juste une impression, qui peut être une impression d'enfant. En lisant ce dialogue pour les besoins de cette émission, et donc de sa préparation, j'ai eu un peu l'impression, comme quand on regarde Zorro, quand on est petit, d'une sorte de dialogue de cap et d'épée entre deux virtuoses, c'est-à-dire Socrate et Protagoras. L'un dit qu'il est sophiste, l'autre dit qu'il ne l'est pas. La distinction est peut-être plus complexe que ça, il faudra revenir sur ce qu'est un sophiste. Mais est-ce qu'on peut avoir de Platon, et de ce dialogue en particulier, de cette gigantomachie entre Socrate et Protagoras, une perception presque héroïque, Marc-Antoine Gavray? Le Protagoras, c'est un des plus beaux dialogues de Platon quand on le lit. On a la chance de pouvoir le lire dans le grec. C'est un des plus beaux grecs que Platon a écrit. C'est un des textes qu'il a écrit dans sa jeunesse. Donc, c'est un des plus anciens textes de Platon qu'on ait conservé. Et il a cette dimension littéraire tout à fait particulière que vous évoquiez, qui est cette joute entre presque deux grands orateurs qui sont là, non pas pour rivaliser par leur éloquence, par discours interposés, mais vraiment pour se confronter à coups d'arguments, à se répondre, à dialoguer ensemble. Et il y a effectivement dans ces dialogues peut-être une volonté de montrer qui est le plus fort, finalement. Mais alors, c'est un dialogue sur l'impossibilité du dialogue, parce que vous dites qui est le plus fort. Disons, celui des deux qui voudrait montrer qui est le plus fort au terme d'un dialogue, ce serait plutôt le sophiste. Celui des deux qui voudrait que le dialogue avance pour aller quelque part, et en somme progresse, chemine, ce serait plutôt la position socratique. Tout à fait. Il y a d'ailleurs plusieurs épisodes au cours du dialogue où le dialogue s'interrompt, parce que Protagoras, le plus souvent, prend la mauvaise tête. Oui. Voilà, soit il refuse de répondre aux questions de Socrate, soit alors il prend la tangente et essaye alors qu'on lui demande une réponse brève, il s'élance vers un long discours et essaye de perdre Socrate dans sa rhétorique. Et là, Socrate, la première fois, insiste et Protagoras, réponds à mes questions, s'il te plaît. Moi, tu sais, j'ai pas vraiment de mémoire. Il faut me parler doucement, faire des phrases brèves que je puisse comprendre. Et si tu te lances dans de grands discours, je suis perdu. Je peux rien faire. Je peux pas dialoguer. Ce n'est pas ma manière de faire de la philosophie, disons. Donc, il y a dans le Protagoras une exigence posée et explicitement posée de pratiquer le dialogue entre gens cultivés tels que sont Protagoras et Socrate. Protagoras, il se trouve que j'ai une mauvaise mémoire. Et si quelqu'un me tient un long discours, j'en viens à oublier ce dont il parle.
Si j'étais un peu sourd, tu penserais qu'il faut me parler plus fort qu'aux autres si tu voulais discuter avec moi. Eh bien, de la même manière, puisque tu es tombé sur quelqu'un qui a une mauvaise mémoire, condense tes réponses et fais-les plus courtes si tu veux que je te suive. Que veux-tu dire par réponse brève? Dois-je faire pour toi, dit-il, des réponses plus courtes que nécessaire? Bien sûr que non, dis-je. De la longueur qu'il faut, demanda-t-il. Oui, dis-je. Alors, il y a plusieurs choses, hein. D'abord, il n'est pas innocent. On a d'abord un élément d'ironie socratique. On n'a pas encore parlé cette semaine d'ailleurs de l'ironie socratique, qui est essentielle ici, puisque elle joue à plein. Socrate est ironique, évidemment, quand il se dénigre lui-même face à Protagoras, qui lui n'est pas doué dans l'auto-dénigrement, moins qu'on puisse dire. Il a plutôt une très haute opinion, et le mot est à prendre ici au sens fort, de lui-même. Un, l'ironie socratique. Deux, il n'est probablement pas innocent que Socrate dise de lui-même qu'il a une mauvaise mémoire, alors qu'il est le philosophe de l'apprentissage par la réminiscence et par le ressouvenir. Que signifie le fait qu'il ait une mauvaise mémoire? Et puis, dans cette rencontre entre Protagoras et Socrate, il y a implicitement une critique des discours ornés, des fioritures dont les sophistes savent orner leur discours, et qu'au fond, une sorte de cosmétique du discours à laquelle Socrate est assez peu sensible, finalement, hein, Marc-Antoine Gavray. Alors je commencerai par votre dernier point sur ces fioritures rhétoriques. Qui valent à Protagoras les suffrages et les applaudissements. Effectivement, et qui, dans des épisodes où on croit finalement que le vainqueur est Protagoras, parce qu'il a remporté les suffrages grâce à ces fioritures, en fait, quand on examine bien, c'est Socrate qui marque le point dans la joute. Ce que Socrate va reprocher à plusieurs reprises à Protagoras, c'est de se perdre derrière ces fioritures, de laisser aller le discours sans le contrôler, ce qui, puisque le discours n'est plus maîtrisé, conduit à une forme d'absence de possibilité de dialogue. Comment vous diriez ça? Bien précisément, la situation dans laquelle je me retrouve est tout à fait intéressante. Oui, en effet, elle est assez exemplaire de ce qu'on essaie de dire. Exactement. Justement. Allez-y. Car le principe même de ce dialogue entre Socrate et Protagoras, c'est que, et le principe que répète Socrate à l'envi, c'est il faut que nous dialoguons. C'est-à-dire, il faut que je te pose une question, que tu y répondes, ou l'inverse, et que ce soit toi qui interroge, moi qui réponds. Donc, ce soit nous-mêmes qui nous confrontions dans le discours et pas simplement des mots qu'on va faire ricocher les uns avec les autres. Ce qui est la tendance du sophiste qui monologue volontiers, et ce qui est la difficulté de cet exercice à laquelle nous sommes en train de nous livrer, où il y a cette part de monologue aussi. Très peu de monologue. On est vraiment dans un dialogue, dans une conversation. Dans le Gorgias, Socrate dit à un moment à son interlocuteur « Moi, je suis quelqu'un qui aime à être réfuté lorsque ce qu'il dit est faux. » Où l'on a ici la condition de possibilité d'une discussion qui chemine en retranchant justement ce qui est inexact en vue d'aboutir à un chemin. Et de la sorte, Socrate formule quelque chose qui n'est pas du tout mis en pratique dans un espace démocratique, puisque dans les espaces démocratiques tels que nous les connaissons, les dialogues ou les débats dont on fait grand cas sont en général des exercices narcissiques où chacun, prenant le micro, fait le beau à tour de rôle. Il n'y a pas de progression dialectique dans un dialogue. Est-ce que l'enjeu de l'affrontement entre Socrate et Protagoras, c'est tout simplement, et peut-être ce que signifie d'ailleurs tous ces temps d'arrêt dans le dialogue, est-ce que l'enjeu n'est pas tout simplement la possibilité, non pas d'une conversation, mais d'une discussion? Cette distinction que vous faites est évoquée par Prodicos, autre sophiste présent dans le dialogue, qui évoque justement une petite nuance de langage entre la dispute et la querelle. Alors, on va disputer entre amis, entre gens de bonne convenance, qui vont prendre un argument et s'y opposer, mais chacun s'examinant lui-même, alors que dans la querelle de langage, là, on va s'opposer, essayer d'écraser l'autre, comme dans les débats auxquels on assiste régulièrement sur les ondes ou à la télévision. Le dialogue socratique, ce n'est pas cela. Ce qu'il recherche, vous évoquiez l'ironie, quand Socrate utilise l'ironie dans les dialogues, ce qu'il essaye de faire, c'est de mettre à l'épreuve, c'est ça qui signifie l'ironie, c'est de mettre à l'épreuve le propos de l'autre, essayer de le vérifier, de le tester jusqu'au bout, aller jusqu'aux limites de sa possibilité et voir si finalement on n'aboutit pas à une contradiction. Et l'ironie, ça va être de mettre en doute,
toujours essayer d'examiner quelles sont les conditions de possibilité de ce que nous dit l'autre. Mais l'ironie, si ironie il y a, c'est que Socrate met en doute la parole de l'autre tout en feignant de lui faire des éloges. C'est ça le jeu... Tu as bien parlé, c'est parler en homme de bien. On ne compte pas, dans les dialogues de Platon, le moment où Socrate s'extasie devant une parole dont, au fond, il pense ou il sait qu'elle est spécieuse. Tout à fait. Et c'est une manière de faire en sorte que son interlocuteur s'accroche à cette opinion, à cette parole qu'il vient de professer, pour avoir la patience de la mettre à l'épreuve. Parce que, finalement, une opinion dont on est fier, on est prêt à la défendre. Si Socrate était d'emblée en train de dénigrer son interlocuteur, celui-ci refuserait le dialogue et ne chercherait pas à défendre ses positions. Alors, il y a des moments où il refuse le dialogue, même quand il reçoit des compliments. C'est notamment le cas de Protagoras dans ce dialogue. Sur cette question de l'ironie socratique et cette façon de maintenir l'autre dans la conversation, ce qui est particulièrement intéressant avec ce dialogue, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc-Antoine Gavret, c'est que dans le Protagoras, comme souvent d'ailleurs dans les dialogues de Platon sont des récits de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a toujours un préambule qui n'est pas le commencement du dialogue lui-même, où deux personnes discutent et en viennent à se raconter le dialogue que nous lisons ensuite. Or, ici, et c'est assez rare, je crois, je ne connais pas d'autres exemples, mais peut-être vous allez m'en donner, mais ici, c'est Socrate lui-même qui raconte ce dialogue, ce qui a un avantage et qui pose un problème. Racontant ce dialogue, il fait peser évidemment sur son récit la suspicion légitime qui vient du fait que voilà un texte écrit par Platon dans lequel Platon raconte que Socrate raconte la conversation qu'il a eue avec Protagoras. C'est dire à quel point Protagoras n'a aucune chance dans ce dispositif. Ça, c'est la première chose. C'est le problème, peut-être. L'intérêt du truc, en revanche, c'est qu'on a l'arrière-pensée de Socrate. Socrate dit, voyant que Protagoras ne voulait pas répondre ou qu'il résistait pied à pied à la nécessité de répondre, je me dis que j'allais mettre en place telle ou telle stratégie. Et on a ici, en un sens, l'arrière-monde ou l'arrière-fond, les intentions véritables de Socrate derrière son ironie. Et c'est d'autant plus amusant et ironique que vous releviez cette citation tout à l'heure, c'est que Socrate se dit pauvre en mémoire, incapable de se souvenir, et il est capable de nous raconter ce dialogue qui, à la lecture, vous prend 2 heures de lecture. Donc, il est capable de se souvenir d'un récit point par point, ou en tout cas de le reconstituer, de le reconstruire en gardant les grandes lignes, en tout cas les plus intéressantes, et de bien souligner les points où Protagoras a buté, où Socrate lui-même s'est senti faiblir et puis a finalement repris le dessus sur son adversaire. Parler de pauvre en mémoire en ce qui concerne Socrate, c'est pas particulièrement signifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? On a beaucoup parlé de réminiscence cette semaine, du fait que tout apprentissage était le ressouvenir d'un savoir enfoui, avec l'enfouissement de l'âme dans le corps. Que signifie le fait que Socrate se désigne lui-même comme pauvre en mémoire? C'est une manière, en tout cas dans ce cas-ci, de bien faire comprendre à Protagoras qu'il ne doit pas se laisser aller à la parole trop longue et à essayer finalement de faire perdre le fil de l'argument à son interlocuteur. Et Socrate se débrouille très bien lui-même à ce jeu, à essayer de se faufiler dans l'argument, à essayer de perdre Protagoras. Ça se voit dans les dernières pages du dialogue où Protagoras est complètement perdu, a lui-même perdu le fil. Pourquoi Socrate alors se définit comme pauvre en mémoire? Eh bien précisément pour obliger son interlocuteur à être toujours le plus bref possible, à maintenir cette exigence du dialogue, de la phrase brève, de la formule qui répond à une autre directement et qui ne cherche pas à la contourner et à faire oublier la précédente. Car un dialogue ne peut avoir lieu que si une question appelle une réponse et la réponse répond bien à la question précédente. Si on est 2 questions en avance ou si on répond à côté il n'y a pas de dialogue possible. Et donc l'oubli de Socrate, c'est ça, c'est une exigence du dialogue, on n'en sort pas. Que tu sais mon mot. Voilà mon destin, te parler comme la première fois. Tu poses de bonnes questions, Socrate. Et moi, j'aime répondre à ceux qui posent de bonnes questions. Si Hippocrate vient me trouver
il n'aura rien à subir de ce qu'il aurait eu à subir en allant voir n'importe quel autre sophiste, car les autres sophistes malmènent les jeunes gens, ils les ramènent de force, contre leur gré, vers les arts auxquels ils ont échappé en leur enseignant l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie et la musique. En disant cela, il jeta un coup d'œil dans la direction d'Hippias. Tandis que s'il vient me trouver, il n'apprendra que ce pourquoi il est venu. Mon enseignement porte sur la manière de bien délibérer dans les affaires privées, savoir comment administrer au mieux sa propre maison, ainsi que dans les affaires de la cité, savoir comment devenir le plus à même de les traiter, en actes comme en paroles. « Est-ce que je te suis bien ?» dis-je. « Tu m'as l'air de parler de l'art politique et de t'engager à faire des hommes de bons citoyens. »« C'est tout à fait, Socrate, dit-il, l'engagement que je prends. »« Quel joli tour de métier tu possèdes là !» pourvu que tu le possèdes réellement, car, vois-tu, je ne te cacherai pas le fond de ma pensée. Personnellement, je ne croyais pas qu'il y eût là matière à enseignement. Mais, puisque tu le dis, je n'ai aucune raison de ne pas te croire. Marc-Antoine Gavret, que dit Socrate ici? Et derrière cela, que signifie la réponse de Socrate à Protagoras? Que signifie ce portrait plein d'orgueil de Protagoras? Et au fond, quelle est la nature de l'enseignement du sophiste? Et en quoi y a-t-il ici matière à débat? Alors peut-être faut-il commencer par resituer le contexte de ce dialogue. Le dialogue, on le situe aux alentours de 425, au début de la guerre du Péloponnèse. La situation d'Athènes est ce qu'elle est, donc c'est une démocratie qui, par son succès, par ses richesses, est devenue tellement orgueilleuse qu'elle en a fini par empiéter sur ses voisins et est entrée en guerre contre Sparte, sa plus importante rivale. Et depuis quelques années, donc, la cité est en guerre. Ça n'empêche pas l'intelligentsia athénienne, les plus riches citoyens, de continuer à vivre leur vie de culture habituelle, de faire venir des sophistes de par le monde grec, de payer leurs leçons, d'écouter leurs conférences, de se former à leurs écoles, pour ensuite en tirer les enseignements et briller sur la scène politique. Alors, nous sommes en 425, Platon évoque une visite de Protagoras à Athènes. Alors, quand un sophiste de la renommée de Protagoras débarque en ville, aussitôt la jeunesse, principalement, veut l'entendre, veut écouter ses leçons pour essayer de devenir le plus vite possible un brillant homme politique, quelqu'un qui pourra se faire entendre à l'Assemblée, quelqu'un qui pourra se faire élire, quelqu'un qui pourra prendre des décisions. De fait, Protagoras apparaît flanqué d'une cour de jeunes gens. Oui. Et Socrate, un matin, mais de grand matin, donc, imaginons, il fait encore nuit, est réveillé par un de ces jeunes ambitieux, Hippocrate, pas le médecin, un homonyme, qui débarque en ville, débarque chez Socrate parce qu'il revient de la campagne, et il vient d'apprendre que Protagoras était arrivé en ville. Et il brûle de le rencontrer. Alors il faut que Socrate, plus âgé que lui, Socrate à ce moment-là une petite cinquantaine d'années, donc quelqu'un d'un âge assez mûr, qui a sa réputation, qui a déjà quelques disciples autour de lui, autant qu'on puisse parler disciples en tout cas, quelques gens qui connaissent sa renommée. Donc Hippocrate vient solliciter Socrate pour que Protagoras consente à lui donner des leçons. Et le dialogue qui s'engage entre Socrate et Hippocrate à ce moment-là est de savoir ce qu'est un sophiste. Et si Hippocrate brûle l'envie de rencontrer Protagoras, il est incapable de dire ce qu'est un sophiste. Alors Socrate essaye de lui tirer les verres de nez et lui dit « Mais si tu allais voir Phidias ou Praxitèle, pourquoi irais-tu les voir ?» Sinon pour apprendre la sculpture. Exactement. Voilà. Donc voilà, ils te transmettraient leur art. Donc, si tu vas voir un sophiste, c'est pour devenir toi-même sophiste. Tu veux apprendre son art, sa techné. Alors là, et ça c'est un fait intéressant, le jeune Hippocrate rougit. Il a un moment de honte. Il ne veut pas devenir sophiste. C'est quelque chose d'honteux, apparemment, pour un jeune Athénien de devenir sophiste. Et donc, en fait, ce qu'il souhaite, c'est pas devenir sophiste, c'est de tirer ses enseignements, de même que quand il était plus jeune, il est allé suivre les cours du grammairien, du cythariste, dont il a appris la connaissance des lettres, de la lecture, et l'art de jouer de la lyre. Et c'est, après ce petit préambule, que Socrate
décide enfin d'aller trouver Protagoras. Et il lui pose un préambule aporétique, donc. Préambule aporétique. Préambule qui s'achève sur l'incapacité, finalement, des deux, à dire ce qu'est un sophiste. Exactement. Et le problème, c'est que Hippocrate est là à dépenser tout son argent, et même celui de ses amis et de ses parents, pour payer les leçons de Protagoras, mais il ne sait pas ce qu'il risque. Parce que si on va trouver un médecin pour lui ou un maître de gymnastique pour en suivre les leçons ou en acheter les remèdes, on peut emporter le remède, le faire examiner par quelqu'un de plus compétent que soi, avant de l'ingurgiter, avant de se livrer à un entraînement. Le sophiste vend des denrées pour l'âme, et l'âme ne peut pas contenir en dehors d'elle ces leçons que va lui transmettre le sophiste. Donc, à partir du moment où on suit ces leçons, à partir du moment où on reçoit les opinions du sophiste, eh bien, on serait déjà, d'une certaine manière, dans un mécanisme de, je vais dire, de corruption, mais en tout cas de métamorphose de l'âme par ces enseignements du sophiste. Et donc, la question que Socrate pose de but en blanc à Protagoras, c'est « Bien, dis-nous si toi, tu en es capable, ce que tu enseignes. » Et Protagoras, de façon assez amusante, commence par dire non pas ce qu'il enseigne, mais ce qu'il n'enseigne pas. Il dit, moi, je ne vais pas enseigner l'astronomie, je ne vais pas enseigner la géométrie, je ne vais pas enseigner toutes ces disciplines qui ennuient les jeunes gens. Et pourquoi dit-il cela? Platon le dit très bien, il jette à ce moment-là un regard vers Hippias, autre sophiste présent dans la salle. C'est précisément parce qu'il y a d'autres sophistes qui pensent que pour faire des citoyens complets, eh bien, il faut qu'ils soient en même temps des encyclopédistes, des gens qui puissent absolument parler de tout. Protagoras, pour lui, c'est pas ça. Il prétend, en tout cas c'est comme ça que Socrate le comprend, enseigner la politique, l'art politique, dans la bouche de Protagoras, c'est-à-dire l'art de bien gérer sa maison, mais aussi... Ce qui littéralement est l'origine du mot économie d'ailleurs. Exactement. C'est la loi du foyer. Voilà, tout à fait. Donc l'art de bien gérer ses affaires, ce qui anciennement était du ressort de la poésie épique, donc on apprenait à bien gérer sa maison dans les travaux et les jours d'Hésiode, donc un auteur du 8e siècle qui était considéré comme l'un des deux grands maîtres avec Homère de la Grèce. Et puis à côté de cette économie, il apprend aussi la politique, c'est-à-dire l'art de bien agir, mais aussi de bien parler publiquement. C'est-à-dire la capacité à prendre la parole à l'Assemblée pour faire passer une loi ou pour parler en faveur d'une décision à prendre. Et c'est donc en cela que Protagoras se distinguerait d'autres sophistes. Donc il y aurait un objet précis de l'enseignement de Protagoras. Et est-ce qu'on peut qualifier cet objet, parce que j'en viens à l'idée rebattue d'ailleurs, selon laquelle Platon et Socrate combattent les sophistes, et derrière ce combat, c'est un combat contre la démocratie. Est-ce que Protagoras n'est pas celui qui finalement forme des gens qui, par exemple en régime démocratique, consacrant la victoire du plus éloquent, forment des gens qu'on appellera plus tard des démagogues? C'est la position effectivement qu'on est tenté d'avoir quand on lit Protagoras et quand on lit en tout cas d'autres dialogues de Platon, quand on lit même Aristote qui nous parle également des sophistes. Mais la vision, quand on examine de plus près ce que nous dit Platon de Protagoras, ici dans le dialogue qui porte son nom, mais aussi dans un autre, le Théétète, est beaucoup plus subtile et Platon est bien plus respectueux de Protagoras qu'il n'y paraît. Certes, il est contre ses positions politiques, mais il convient que c'est grâce à Protagoras que lui-même peut poser un certain nombre de thèses et avancer un certain nombre d'arguments et faire progresser sa réflexion. Alors, Protagoras forme-t-il effectivement des démagogues? Disons plutôt que dans ce dialogue, ce qu'il essaye de faire, c'est plutôt la première promotion de la démocratie. On a dans le Protagoras, dans la bouche du sophiste, la première justification de la démocratie. Donc la première entreprise de philosophie politique, dirons-nous, de légitimation du régime démocratique, par Protagoras. Par Protagoras. Ce qui signifierait implicitement que la démocratie repose, en son fond, sur l'abandon de la vérité. Pour revenir un peu sur tout ce qu'on a dit jusqu'ici,
Socrate demande à Hippocrate pourquoi il veut aller voir Protagoras. Il dit, mais est-ce que tu sais ce que tu vas recevoir? En d'autres termes, avant de parler, sachons de quoi l'on parle. Ce qui est une habitude fréquente chez Socrate. Il remet les choses à leur place, ou dans le bon sens. Dans la République, par exemple, le livre 1 de la République, tout le monde dispute ou discute, en particulier avec Thrasymach, de la question de savoir ce qu'est la justice, ou plus exactement de ce qu'est une bonne ou une mauvaise justice, etc. Et à la fin, Socrate dit, oui, mais on s'est même pas posé la question de savoir ce qu'elle était, la justice. Donc, demandons-nous ce qu'elle est, avant de nous poser toutes les questions qui doivent suivre la définition de ce dont on parle. Il y a chez Platon, chez Socrate, chez le Socrate de Platon, constamment cette ambition de clarifier l'objet, en somme, de ne pas dire n'importe quoi sur n'importe quoi, mais de laisser finalement la compétence s'exprimer, le compétent étant celui qui sait au départ de quoi il parle. Par opposition à ça, il y a la figure des sophistes, dont on peut dire qu'ils sont des démocrates, et peut-être à double titre, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. D'une part, parce qu'ils n'adhèrent pas à l'idée d'une vérité, ou plus exactement, ils forment des gens à qui ils apprennent à soutenir un point de vue, puis le point de vue adverse, ce qu'au passage Socrate lui-même fait dans le dialogue intitulé « Le Phèdre », dont on a parlé en début de semaine. Il commence par tenir une thèse sur l'amour, avant de tenir la thèse adverse. Et puis d'autre part, c'est Protagoras qui raconte ici le mythe de Prométhée. Or, Prométhée, c'est l'homme démocratique par excellence. C'est l'homme qui s'empare de son propre destin. Au fond, alors, Prométhée lui-même n'est pas un homme, mais il occupe la place dans la mythologie, finalement, de chef de file d'une humanité qui voudrait s'égaler aux dieux, ce qui est la caractéristique, justement, qu'on peut retrouver dans le culte de la performance qui hante les démocraties où nous nous trouvons aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est tout à fait grâce à ce mythe de Prométhée, justement, que Protagoras va pouvoir justifier l'entreprise démocratique. Alors, le mythe de Prométhée a un ancrage très ancien dans l'histoire de la littérature grecque, puisqu'on le trouve déjà chez Hésiode, dont je parlais à l'instant, mais la version que nous avons là, qui est sans doute inspiré de Protagoras, sans être littéralement ce qu'il avait pu écrire ou pu dire. En tout cas, on y retrouve ses idées. Donc cette version nous présente les deux dieux, Épiméthée et son frère Prométhée, chargés par les dieux olympiens de préparer les hommes et les autres espèces animales à paraître au jour. C'est-à-dire, nous sommes à un moment de façonnement d'univers où les espèces doivent apparaître sur la Terre. Et Épiméthée demande à son frère de se charger, donc il lui demande la charge de répartir les facultés entre les animaux. Dont les hommes. Hein. Dont les hommes. Entre les animaux, c'est dont les hommes. Hein. C'est important, ça. Allez-y. Dont les hommes, mais précisément, Épiméthée oublie les hommes. Donc, il fait les choses très bien. Il essaye de programmer une sorte d'harmonie, d'équilibre de cet univers des espèces animales, en faisant en sorte que les plus grandes aient une certaine forme de défense, les plus petites d'autres formes de défense. Par exemple, eh bien, les plus grandes espèces, les prédateurs, dirons-nous, se nourrissent des plus petites forcément, mais ont des portées limitées, mettent bas qu'une fois par an un ou deux individus, alors que les plus petits peuvent se réfugier dans des tanières et puis ont des portées plus régulières et plus nombreuses pour que se maintienne un certain équilibre. Donc, Épiméthée fait les choses très bien jusqu'à la veille du jour où l'homme devait paraître sur Terre. Et il n'a plus rien. Et il n'a plus rien. Dans son sac, il a tout donné. Il va retrouver tout penaud son frère Prométhée en lui disant, écoute, là on est un peu ennuyé parce que l'homme est tout nu et sans moyen de défense, sans rien, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que Prométhée intervient pour sauver les hommes et va dérober les arts et le feu auprès des autres dieux, donc auprès d'Athéna et d'Héphaïstos. C'est de ressources qui vont permettre aux hommes de subsister. Ressources exogènes, donc. Hein, c'est-à-dire, oui. C'est la naissance de l'outil. L'homme n'a rien, mais il a la faculté d'inventer des intermédiaires, que ce soit l'intelligence ou que ce soit les outils manuels, donc, hein, qui lui permettent, donc, par là même, de s'adapter, ou alors de s'adapter en le maîtrisant au monde qui l'entoure. Voilà. Alors, ces arts, précisément, ce feu, vont permettre à l'homme de résister
Et une parenthèse ici, c'est à partir de ce moment-là aussi c'est à partir du moment où il a les arts, puisque ces arts viennent des dieux, qu'il va commencer à construire des statues et à ériger des autels en l'honneur des dieux. Donc l'instauration de la religion viendrait, du culte en tout cas, viendrait de cette parenté qui est médiée par les arts. Les hommes possèdent les arts, bien sûr, mais quand les animaux sont plus nombreux, eh bien, ils se font trucider par les animaux. Et quand alors ils essayent de se rassembler sous des formes de cités élémentaires, eh bien, ils connaissent un sort qui n'est pas plus enviable, puisqu'ils en viennent à s'entretuer. Donc, disposer des arts, des différentes techniques qui leur permettent de subsister, de fabriquer, de s'approprier le monde, disons, ne leur permet pas encore de survivre parce qu'il leur manque la faculté politique. Il leur manque tout ce qui est de l'ordre du vivre ensemble, dont fait partie l'art de la guerre, donc l'art de se défendre contre les animaux et de se prémunir contre les autres groupes. Et donc, à force de s'entretuer, soit ils choisissent de se disséminer, et à ce moment-là, ils sont de nouveau la victime des animaux, soit alors ils restent ensemble, et puis le groupe devient de plus en plus léger. Et c'est là que Zeus, voyant l'espèce humaine en train de s'éteindre, envoie Hermès, son dieu messager, pour qu'il répartisse entre tous les hommes 2 facultés, Aidos, la honte, et Dike, la justice. Et ce sont ces 2 facultés réparties entre tous les hommes qui vont leur permettre de subsister. Alors, ces 2 facultés sont vraiment les conditions de possibilité de la cité, et plus particulièrement de la cité démocratique, parce qu'elles sont, à la différence des autres arts où c'est la question que pose Hermès. Est-ce qu'il faut mettre Eidos et Dike comme on l'a fait pour la médecine, l'agriculture, donc un seul suffit pour la subsistance de tous les autres? Ou bien est-ce qu'ils doivent tous la posséder? Bien, tous les hommes doivent posséder cette capacité, d'une part, la vergogne, la honte, à intérioriser le regard d'autrui, en tout cas à ne pas commettre des actes qui seraient victimes de la réprobation de l'autre, donc une certaine retenue. Et puis d'autre part, la justice, donc cette capacité, là aussi, à respecter l'autre, mais surtout à créer des lois, à les promulguer et à les respecter. Et c'est ça, ce sont là les 2 conditions de possibilité de la cité démocratique et de tout regroupement humain qui puisse subsister. Parce que tant qu'il n'y a pas de respect de l'autre et une forme de retour sur soi-même à l'égard de l'autre, on ne peut pas vivre avec d'autres hommes. En amont de ce que vous dites, revenons-en juste à cette anthropologie platonicienne ou protagoréenne. Mais après tout, c'est Platon qui la raconte, puisque c'est Platon qui écrit le dialogue dans lequel Protagoras raconte ce mythe. L'homme nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. Voilà l'homme tel qu'il est présenté. L'homme, cette espèce d'oublié de la création, finalement, qui, parce qu'il est oublié de la création, du coup, se construit à l'image des dieux. Mais la figure de l'homme comme un oublié de la création est une figure qui traverse l'histoire de la pensée. Rien n'est plus grisant, d'ailleurs, quand on fait un peu de philosophie, de tisser des liens entre les différents textes. On retrouve cette image chez Rousseau. Alors, chez Rousseau, en plus, ça se double du fait que l'acquisition des sciences et des arts est contemporaine, non pas d'un progrès des mœurs, mais au contraire d'une déchéance morale. Mais il y a l'idée de cette innocence native de l'homme à l'état de nature. Et avant Rousseau, il y a un texte qui paradoxalement porte sur la dignité de l'homme, qui pourtant présente l'homme dans un état de dépouillement comparable. Et peut-être, après tout, c'est une hypothèse, que Pic de la Mirandole, qui est l'auteur du traité de la dignité de l'homme, s'est inspiré du mythe de Protagoras pour brosser le portrait que Dieu lui-même fait d'Adam. Écoutez ce portrait. Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaité, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Toi, aucune restriction ne te bride. C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que, de là, tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour.
Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, c'est afin que, doté, pour ainsi dire, du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler, de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont bestiales, tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures qui sont divines. Est-ce que vous souscrivez à l'idée que dans l'histoire des idées, finalement, la Renaissance, telle que Pic de la Mirandole l'incarne, s'est inspirée de Platon, ça on le sait, mais en l'occurrence, s'inspire de l'adversaire de Platon? Oui, tout à fait, parce que nous sommes dans une époque, à la Renaissance, d'expérimentation politique, précisément, où on redécouvre ce miracle grec, comme on l'a appelé, où on redécouvre bien tous ces textes sur la démocratie, ces premières légitimations, ces premières justifications de formes politiques alternatives. Et il est très vraisemblable, effectivement, que ces humanistes aient voulu reprendre des idées de Protagoras. Revenons au dialogue lui-même, c'est-à-dire au rapport qu'il faut établir entre Socrate et Protagoras. Comment Socrate s'y prend-il pour coincer Protagoras, notamment sur une question, qui est une des questions, peut-être la question qu'ils agitent le plus, qui est la question de savoir si l'on peut être ignorant et courageux à la fois. Protagoras soutient, j'aurais tendance d'ailleurs humblement à être de son avis, instruit par l'expérience, tout simplement, le fait de croiser des gens pour qui c'est le cas, Protagoras soutient qu'on peut être à la fois ignorant et courageux. Socrate explique qu'une telle chose n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que Nietzsche, dans Ecce Homo, dira de l'erreur qu'elle est lâcheté. Il n'est pas dit que, de ce point de vue, Nietzsche ne se soit pas directement inspiré du Socrate qui montre à Protagoras qu'on ne peut pas être ignorant et courageux. Qu'en est-il? Comment Socrate s'y prend-il donc pour coincer Protagoras? Alors, la raison pour laquelle Socrate fait cette objection à Protagoras est de l'ordre général de la question du dialogue. Bon, nous en étions restés à ce mythe, et ce mythe est lui-même généré par cette même question. Que prétends-tu enseigner, Protagoras? J'enseigne l'art politique et, dans sa bouche, la vertu politique. Donc, Protagoras prétend enseigner la vertu. Donc, toute la question du dialogue est de savoir si cette vertu s'enseigne ou pas. Et, dans un premier temps, Socrate fait des objections à Protagoras. Il dit non, pour ma part, je ne pense pas qu'elle s'enseigne, alors que Protagoras fait profession d'enseigner. Et on voit effectivement à la fin du dialogue les positions s'être renversées. Protagoras est acculé à devoir concéder qu'il a retourné sa veste, et Socrate également en est arrivé à la position que la vertu s'enseigne. Alors, comment en arrive-t-on plus particulièrement à la question du courage et du savoir ou de l'ignorance? Eh bien, parce que Socrate commence par demander à Protagoras, est-ce que tu penses que la vertu est une et une seule? Est-ce qu'elle est un tout? Ou bien est-ce qu'elle a des parties? Protagoras lui dit, la vertu est un nom et elle a plusieurs parties. Et ces parties sont le courage, la justice, la sagesse. C'est là qu'il la compare à un visage? C'est là qu'il la compare à un visage, effectivement. Donc, c'est la deuxième question de Socrate. Et si elle a des parties, est-ce que ce sont comme des parties de l'or, où elles ne diffèrent jamais les unes des autres que par la taille? Un lingot d'or ou une pépite d'or, il n'y a pas vraiment de différence, sinon la taille. Ou bien ce sont des parties d'un visage qui sont différentes par la situation, mais également par la faculté. C'est-à-dire que l'œil voit, et seul l'œil voit. L'oreille entend, et ne peut pas faire ce que fait l'œil. En somme, la différence est-elle quantitative ou qualitative entre les différentes parties, entre guillemets, de la vertu? Tout à fait. Et Protagoras, suivi manifestement par Socrate, dit que c'est sur le modèle des parties du visage qu'il faut penser les parties de la vertu. Et donc, il en arrive à cette conclusion, cette première conclusion, que les parties de la vertu sont différentes, qu'elles sont toutes donc, rapportables à la vertu générique, mais qu'elles ont chacune leur capacité, elles produisent chacune des actes différents, des attitudes différentes. Protagoras est alors à nouveau interrogé par Socrate, qui lui dit « Mais est-ce qu'il y a quand même une similitude entre ces différentes vertus, ou bien est-ce qu'elles sont vraiment différentes ?» Et Protagoras répond « Bien, pour ce qui est de la justice, de la tempérance, de la sagesse, elles sont relativement similaires.
on discute un peu avant d'en arriver là, mais le courage, en tout cas, il est à part parce qu'on peut tout à fait être courageux sans être tempérant, sans être juste, sans être pieux, sans être sage. Et c'est là donc que Socrate va interroger Protagoras parce que lui, ça lui paraît étrange. Et la question... Le fait est que Socrate est lui-même d'un grand courage. Il faut le rappeler ici. Enfin, historiquement, Socrate est d'un grand courage, courageux sur le champ de bataille, courageux face à ses juges, courageux face à des interlocuteurs très puissants et courageux au moment de mourir. Tout à fait. Et donc c'est une vertu qui va l'intéresser très particulièrement dans le dialogue, et la position de Protagoras est pour le moins surprenante. Alors pourquoi est-elle surprenante du point de vue de Socrate, et pourquoi va-t-elle mener Protagoras à l'aporie? C'est précisément parce que la volonté de vouloir penser la vertu de façon séparée, c'est-à-dire penser la justice comme étant dans son petit coin, et surtout le courage comme étant séparé de toutes les autres, mène nécessairement dans une impasse, parce que pour penser les parties de la vertu, il faut d'abord essayer de penser la vertu dans sa totalité. Il faut essayer de comprendre ce qui fait l'unité de la vertu pour comprendre ce qui fait la spécificité de chacune de ces parties: courage, justice, tempérance, sagesse, piété, etc. Là où Socrate va réussir à faire fléchir Protagoras, c'est qu'il les pense de façon séparée. C'est-à-dire qu'il considère que le courage est à part des autres. Et en faisant cela, s'il coupe tout rapport entre le courage et le savoir, il va en arriver à la position aporétique à laquelle Socrate le mène. Alors, la position à laquelle Socrate le mène est le fruit d'un long raisonnement qui est assez, je ne vais pas dire laborieux, mais en tout cas difficile à suivre pour le lecteur. Alors il y a des intervalles dans ce raisonnement, il y a des moments où on récapitule. Oui. Il y a des moments où, de façon tout à fait pédagogique, alors, c'est presque une convention théâtrale, il y a des moments où Socrate reprend tout son propos, d'ailleurs en questionnant Protagoras. Alors on a dit ça, tu as dit ça, oui Socrate, tout à fait, etc. Jusqu'à ce que Protagoras, de mauvaise grâce, dit Platon, reconnaisse le point de la conversation où on en est. Socrate reconnaît à la fois que ce qu'il dit est contradictoire avec ce qu'il vient d'admettre, ou que ce qu'il a dit d'abord est contradictoire avec ce qu'il vient d'admettre. Protagoras est également contraint de reconnaître que la conversation avance, ce qui lui pose aussi un problème. Bon, de cette question initiale, est-ce que la vertu s'enseigne, on va arriver à un examen plus particulier d'une vertu particulière, jusqu'à mener à la position aporétique et à ce renversement des positions initiales. Donc il y a effectivement un progrès, que Protagoras le veuille ou non, il s'est vu renversé par, d'une certaine manière, le jeu de Socrate. Donc, il y a effectivement un progrès, c'est tout l'effort de l'entreprise dialogique de Platon. On a parfois l'impression qu'on tourne en rond, qu'on revient en arrière, mais c'est toujours pour avancer. Si on reprend une position, eh bien, elle était enrichie de toute la discussion qui y a précédé. Donc, ce n'est plus seulement une affirmation, mais cette affirmation a été vérifiée, a été testée, a été mise à l'épreuve, a été éventuellement réfutée, et donc on part d'une autre. Donc c'est ça le progrès du dialogue selon Platon, et donc selon Socrate dans le Protagoras, c'est d'avancer pas à pas en prenant le temps qu'il faut pour s'assurer qu'on est bien sur un fond solide et qu'on ne se contente pas de dire « si tu veux, d'accord, faisons ça, on continue, on avance, on avance, on avance ». Alors, on arrive au terme de cette conversation déjà, et comme à chaque fois d'ailleurs, chaque émission depuis le début de la semaine, on arrive au terme de la conversation avec le sentiment qu'elle commence à peine. Mais juste un point, on pourrait revenir sur 1000 choses, comment se fait-il qu'on sache ce qu'est le bien et que pourtant on fasse le mal, question qui est agitée dans le Protagoras, le rapport de Platon et de Socrate aux discussions sur la poésie, de nouveau le statut de la mémoire, mais bon, laissons tout cela, et même les questions de justice d'ailleurs, nous n'avons pas le temps d'en parler. Juste un point. On a bien compris que l'ambition de Socrate, de la même façon que pour Socrate, avant de parler, il faut savoir de quoi l'on parle, pour Socrate, l'examen des parties débouche sur la constatation d'un tout, d'une totalité, une totalité qu'on retrouve en examinant les différentes parties qui la composent et dont on découvre en la retrouvant qu'en fait elle précède les parties. De sorte que, peut-on dire chez Platon que le tout
précède les parties, à la façon dont, par exemple, chez Bergson, qui propose un platonisme d'un genre un peu particulier, mais pourquoi pas, le mot précède l'addition des lettres qui le composent. Le sens précède l'ensemble des définitions qu'on peut tirer d'un mot. Au fond, à la façon dont il faudrait, chez Platon, comme chez toute une série de philosophes qui s'inspireront de lui, que ce soit Plotin et Bergson bien plus tard, se tourner avec l'âme tout entière vers le savoir pour tout simplement adhérer à cette totalité première qui finalement est l'équivalent de l'existence. Est-ce qu'on peut dire ça ? Disons que dans la démarche générale de Platon pour atteindre à une définition, à une vérité sur un sujet, à du sens, on va toujours partir de quelque chose de général et procéder vers, disons, quelque chose de plus particulier en divisant cette idée générale en deux idées plus particulières, et puis cette idée plus particulière en du plus particulier, etc. Sachant que parfois, une idée qui paraît plus particulière à un moment du dialogue est en fait plus générale qu'une autre, mais peu importe ici. Donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est cet assemblage qui existe entre les parties qu'on va distinguer. Donc, effectivement, méthodologiquement, on va partir d'une unité fondamentale et progresser vers du particulier, mais ce qui importe, c'est de comprendre les articulations. On ne peut pas comprendre une chose dans son unité, il faut toujours la comprendre en tant qu'elle est partie d'une totalité. Vous ne comprendrez pas le courage si vous n'essayez pas de savoir ce qu'est la justice, ce qu'est la tempérance. Vous ne comprendrez pas ce qu'est un sophiste si vous n'essayez pas de savoir quels sont ses adversaires. Donc il ne s'agit pas tellement d'une hiérarchie dans l'ordre des savoirs, mais plus d'un sentiment d'une cohésion ou d'une cohérence entre les différentes attitudes, chacune exprimant un savoir. Tout à fait. On est dans l'ordre de la recherche d'une articulation. Je crois que c'est le mot le plus approprié dans ce cas-ci. Oui, d'une agrégation de différents éléments pour former une totalité homogène de laquelle naissent du sens. Bonjour à tous, on quitte le Protagoras de Platon pour continuer notre traversée de l'univers de Peter Sloterdijk qui nous accompagne toute cette semaine et donc que l'on retrouve aujourd'hui. On est resté hier à la fin de la discussion sur cette idée que l'homme dans la société moderne a cherché dans la forme sociale ce que la forme divine ne pouvait plus lui apporter. Donc ça voudrait dire qu'il y a une forme de nostalgie de l'homme pour ce que la sphère divine, la forme divine lui apportait. Alors restons un instant sur cette idée-là de nostalgie. Qu'est-ce que l'homme cherche dans la forme sociale, qu'il cherchait dans la forme divine, et qu'il ne paraît pas pouvoir atteindre? Est-ce une nostalgie pour une unité englobante et unique, qui était celle que cherchait la métaphysique, mais qu'il ne parvient pas à atteindre? Est-ce que c'est simplement ça? Est-ce que c'est la quête, la dépassement de sa propre finitude? Comment comprendre cette nostalgie? Après presque 2500 ans, il s'avère que les êtres humains n'ont toujours pas vraiment appris à mourir. La professionnalisation de la mort dont on a parlé pour décrire un des buts de la philosophie primitive n'a pas vraiment fait des progrès au cours de toute cette période. Et il s'avère que chacun s'approche de sa propre mort comme si c'était la première fois. Dans ce domaine, on n'apprend rien. Je me souviens d'ailleurs d'une phrase pathétique prononcée par Jacques Derrida quelques mois avant sa disparition, où il disait qu'il confesse formellement d'être un mauvais élève en ce qui concerne l'art de mourir, dont on a tant prétendu que ce serait le secret de la philosophie. Là, et il disait cela même dans une tonalité un peu fière, la fierté du mauvais élève, la fierté du mauvais élève de la métaphysique. Donc, il se méfiait de la consolation philosophique, et pourtant, il ne pouvait pas présenter une consolation alternative, sauf celle de croire plus ou moins certainement que quelques éléments de son œuvre entreront dans l'archive de l'humanité. Et c'est pour ainsi dire un espoir grec. C'est pas tellement un espoir juif, mais c'est un espoir grec parce qu'il fait partie du
du mouvement de la modernité qui vers une deuxième démocratie. Et la démocratie ne peut subsister que sous la condition que la cité développe une mémoire suffisamment forte pour exprimer sa reconnaissance pour les citoyens qui ont gagné des mérites pour la vie et la richesse et la santé morale. Oui, c'est ce qu'on disait en début de semaine. Communauté. Donc la deuxième démocratie, c'est certainement l'arrière-fond de nos soupçons et de nos doutes aujourd'hui. Parce que nous commençons à nous poser des questions sur la rationalité et la faisabilité de cette deuxième démocratie. Et le monde contemporain est peuplé par des individus qui sont, pour ainsi dire, les déçus de la société. La religion de la société n'était pas vraiment un ersatz ou un succédané satisfaisant pour ce que l'ancienne religion et la théologie pouvaient fournir. Et dans la mesure où ce doute se répand, tout le monde commence à se demander, est-ce que peut-être on a abandonné l'autre système immunitaire symbolique de façon un peu trop rapide. L'autre système, c'est-à-dire lequel? Le système métaphysique. Métaphysique, c'est ça. Peut-être on a frivolement abandonné quelque chose de très utile dans le triomphalisme de la nouvelle religion sociale. Et au moment où cette nouvelle religion, où les membres de la société adorent la cohérence sociale sous le nom de solidarité, au moment où ce système-là se décompose et la désolidarisation fait des progrès vertigineux, il vaut mieux se rappeler une époque où les individus, comme les groupes, ont trouvé leur salut dans une forme de transcendance, finalement. Dans une forme de transcendance ou une forme de cohérence alternative. Ce sont les membres des communautés de nos jours qui résistent mieux à l'athéisme social qui règne aujourd'hui un peu partout dans le monde occidental. Les derniers membres des communautés résistent mieux que ceux qui se sont plongés entièrement dans l'aventure d'un solidarisme vide. D'un solidarisme abstrait, un culte de la déesse humanité, dont on comprend de plus en plus qu'on était un peu trop frivole en assumant qu'elle pourrait vraiment remplacer l'ancien système. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça se manifeste, là, ce dont vous parlez? Si on ne peut plus aller chercher, si on constate cette absence de transcendance, et qu'on constate que c'est une perte réelle que l'on mesure au quotidien, qu'avons-nous comme recours? Comment vous parlez de communautés qui, elles, pourraient subsister parce qu'elles auraient recréé une cohérence sociale? Concrètement, quelles sont ces communautés? Est-ce qu'on peut retrouver cette unité au sein de la société elle-même, ou est-ce qu'on est condamné, ou est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire appel à une transcendance dont on sait pertinemment qu'elle n'a plus la force qu'elle avait avant? Quel est le recours pour l'homme une fois qu'il fait ce constat-là? Oui, mais on peut chercher la transcendance aussi dans l'humanité même. Dans l'immanence, oui. Parce que il existe suffisamment d'êtres humains que je ne connais pas et dont je pourrais faire la connaissance. Donc, s'il s'agit d'une expansion d'âme, d'une extension de la zone de solidarisation, il nous reste toujours beaucoup à faire. Mais néanmoins, le climat contemporain n'est pas comme ça. Il est rongé par le soupçon que la solidarité ne mène à rien. C'est ça, donc contrairement à ce que vous avez pu laisser penser, vous ne vous positionnez pas contre cette idée de solidarité. Au contraire, vous pensez qu'elle peut constituer une forme de solution. Il faut à tout prix repenser la solidarité à partir des bases beaucoup plus profondes. On va rester sur cette idée, Peter Sloterdijk, et on va repartir de là demain, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette idée de solidarité. Merci beaucoup. Je rappelle que le 2e volume de votre trilogie Sphère, 2e volume qui s'appelle Globe au pluriel, sort cette semaine aux éditions Marencel. Merci, à demain.
Merci à tous. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain comme tous les jours, de 10h à 11h. On se retrouve aussi comme tous les jours sur Internet à la page des nouveaux chemins où vous attendent bibliographie, indications pratiques et téléchargements. Suite et fin demain de cette semaine sur Platon dans les Nouveaux Chemins, en compagnie de l'ami Dimitri Elmur. Nous évoquerons l'apologie de Socrate, ou la plaidoirie exemplaire d'un homme dont le seul tort est d'avoir pris toute sa vie et à ses dépens le contre-pied de l'opinion commune. À demain donc. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, question d'époque.